Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Congo, la chaîne nationale. Nous sommes très heureux ce soir de vous retrouver après un moment de congé dans l'heure de vérité. Dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, les scientifiques dans le monde entier sont unanimes sur la vaccination comme seul moyen de contrer cette épidémie. Quelle est donc la pertinence de la vaccination? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, nous recevons le docteur Alexis Mouro-Moyoka, directeur du programme élargi de vaccination. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de l'heure de vérité. Merci. Pour commencer, quelles sont les statistiques du Covid-19 au Congo? À la date du 5 novembre, notre pays a déjà enregistré 18 153 cas confirmés de Covid-19. Et sur ces 18 153 cas confirmés, nous avons malheureusement enregistré 309 décès. Et la plupart des décès, ce sont des personnes non vaccinées. Parmi les 309 décès, il n'y a que 6 personnes vaccinées. Nous avons cette accélération qui est observée depuis cette troisième vague qui date de la première semaine du mois d'octobre. Et ceci devient vraiment de plus en plus une préoccupation. Les scientifiques aujourd'hui sont unanimes sur le fait que la vaccination reste le principal moyen pour contrer l'épidémie du Covid-19 à ce jour en tout cas. Pourtant, nous avons vu des personnes atteintes du virus admises à l'hôpital en guérir. Qu'est-ce qui justifie le choix de la vaccination? Pour être plus explicite, il existe d'autres méthodes ou d'autres possibilités pour en venir à bout de cette maladie. Vous appelez, vous les médecins, par le DTT, la traçabilité pour le traitement. Ça marche pourtant, mais pourquoi alors avoir focalisé tout l'intérêt sur la vaccination? Il y a un adage connu de tous qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. En matière de santé en général, il vaut mieux prévenir que guérir. Et la vaccination est un moyen de prévention. Et il y a une évidence scientifique que je dois rappeler ici, c'est que de toutes les interventions à caractère sanitaire, la vaccination est la plus bénéfique que l'humanité n'ait jamais imaginée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination à elle seule permet chaque année d'éviter 2 à 3 millions de décès dans le monde. Et ce chiffre peut être porté jusqu'à 4 millions de décès évités si jamais la vaccination était déployée de façon optimale. Donc c'est un moyen de prévention qui est reconnu comme étant un moyen très efficace. Et d'ailleurs, grâce à ce moyen, l'humanité aussi retient qu'on a pu éradiquer une maladie qui s'appelait la variole. La variole n'existe plus depuis 1977 et ceci grâce à la vaccination. C'est donc un moyen de prévention reconnu comme étant le plus efficace. Étant donné qu'il vaut mieux prévenir que guérir, donc nous insistons sur la vaccination qui est le moyen de prévention le plus efficace, bien sûr à côté des autres moyens de prévention comme les mesures barrières et tout ce que nous ne cessons de répéter depuis le début de cette pandémie. Mais en ce qui concerne les maladies virales comme Covid-19, vous savez qu'il n'y a pas à proprement parler de traitement. Le cas est vécu avec le VIH. On est toujours à la recherche d'une solution définitive comme le vaccin, parce que même les antirétroviraux ne font pas disparaître l'infection jusqu'à présent. Donc en ce qui concerne les maladies virales, on sait que le meilleur moyen, c'est la prévention. Et parmi les moyens de prévention, le plus efficace, c'est la vaccination. Voilà la raison pour laquelle la vaccination se trouve être aujourd'hui la principale stratégie de lutte contre la Covid-19. Oui, docteur, je me permets, vous êtes scientifique. L'intérêt serait d'édifier l'opinion qui se cherche dans la compréhension de cette pandémie. Et vous êtes scientifique, vous avez toute cette légitimité de communiquer. Alors, docteur, oui, la vaccination, pour la part des téléspectateurs, il y a cette opinion aussi qui pense qu'il faut qu'un vaccin atteigne 10 ans pour qu'il soit susceptible d'être pris par l'être humain et puis qu'il soit efficace. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une opinion qui est fausse. La mise au point d'un vaccin répond tout simplement à un certain nombre d'étapes sur le plan de la recherche scientifique qui permettent
progressivement de s'assurer que le premier critère, il est efficace, c'est-à-dire qu'il permet la production d'anticorps pour se protéger contre la maladie. La seconde chose, c'est de s'assurer de l'innocuité du vaccin, c'est-à-dire pendant qu'il y a cette production d'anticorps, il n'y a pas d'effet indésirable qui ne soit pas supportable par l'organisme. On ne peut pas combattre un mal pour favoriser un autre. Et enfin, on doit par la suite voir si ce vaccin protège pendant une durée donnée. C'est ce troisième élément qui nécessite parfois plus de temps. Mais dans le cas précis de la COVID-19, la menace était tellement grave qu'on a préféré, une fois qu'on a la certitude de l'efficacité et de l'innocuité du vaccin, de commencer à vacciner et que, chemin faisant, de toute façon, on sera amené à savoir combien de temps ce vaccin peut-il nous protéger. Parce que vous savez que le vaccin de la fièvre jaune a été mis au point en 1948, mais ce n'est qu'en 2018 qu'on a su qu'en réalité, il protège à vie. Pendant un certain temps, on pensait que c'était une protection de 10 ans. Mais au fur et à mesure que la vaccination se fait et que l'on continue les recherches, on a fini par savoir que ce vaccin protège à vie. Ici, dès qu'on a eu la certitude que le vaccin est efficace, que le vaccin est sûr, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet secondaire et que les avantages étaient supérieurs aux effets mineurs que l'on peut observer devant toute vaccination, en ce moment-là, on a commencé à vacciner et des études se poursuivent. Voilà pourquoi vous entendez parler parfois de la nécessité de faire une dose rappel. Mais ceci ne devrait pas retarder devant la menace, la nécessité de protéger contre cette maladie qui, comme vous le savez, a déclenché la plus grave crise sanitaire que l'on a vue ces dernières années. Les incrédules de la science aujourd'hui ont du mal à comprendre la réalité. C'est vrai que le monde est dans cette pandémie, c'est une catastrophe mondiale, il faut le reconnaître. Et la science également travaille au même moment en matière de vaccins. Question, puisqu'il y a des variantes, est-ce que ces vaccins s'adaptent à ces variantes? Et s'il y a d'autres variantes qui pourront surprendre le monde, que faire? Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que pour tous les vaccins, je prends notamment ceux qui sont utilisés au Congo, le premier vaccin utilisé, le Sinopharm, il a été testé jusqu'au variant Delta. Les premiers variants, mais jusqu'au variant Delta, le vaccin répond. Et il en est de même pour le vaccin Sputnik et le vaccin Johnson & Johnson. Alors, mon inquiétude est plutôt que nous ne soyons pas engagés dans ce mouvement qui est mondial, parce que la vaccination se fait actuellement partout dans le monde, dans le but d'interrompre la circulation du virus. Et plus le virus circule, plus il peut avoir des variants. Or, la vaccination va limiter la circulation du virus et donc limiter l'apparition de variants. Si jamais le reste du monde se vaccine, parce que ce que l'on observe actuellement, c'est que sur 5,7 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde, en Afrique, nous n'en avons administré pour le moment que 93 millions. Et en Afrique, nous ne fabriquons pas de vaccins. Imaginons un seul instant qu'ailleurs, le virus cesse de circuler et donc il n'y a plus d'apparition de variants là-bas. Pendant ce temps, il continue à circuler chez nous et qu'il apparaisse un variant qui est spécifiquement dominant chez nous en Afrique et que ce variant-là ne réponde pas aux vaccins qui ont été mis au point. Est-ce que nous aurons la possibilité de mettre au point un vaccin si les autres ne s'en préoccupent plus parce qu'entre-temps, ce variant ne domine pas chez eux? Donc nous avons intérêt, plutôt dans la dynamique mondiale actuelle, de faire partie des personnes les mieux vaccinées, surtout qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place au niveau international, au niveau de l'Union africaine, pour favoriser un accès équitable aux vaccins à tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Alors finalement, quels sont les objectifs attendus par le Congo en matière de vaccination? Alors, en matière de vaccination, la vaccination vise toujours d'atteindre, l'immunité individuelle, c'est-à-dire les personnes qui sont vaccinées sont individuellement immunisées, donc protégées contre la maladie. 2, l'immunité collective, c'est-à-dire atteindre un nombre suffisamment important de personnes vaccinées dans un pays, par exemple, pour faire en sorte que justement que le virus cesse de circuler. Parce qu'en ce qui concerne la réponse vaccinale individuelle, il y a des facteurs qui peuvent faire que la personne est vaccinée, mais ne développe pas suffisamment d'anticorps. Ceci peut être lié à une comorbidité. Par exemple, il y a des maladies qui sont des maladies immunosuppressives, c'est-à-dire la personne n'a pas une bonne réponse immunitaire. Donc, même la stimulation par le vaccin n'atteint pas le seuil d'immunité souhaité pour protéger la personne. Mais quand vous atteignez l'immunité collective en même temps, ça permet justement à ces personnes dont l'immunité individuelle n'est pas solide d'être protégées par cette immunité collective. Donc, l'objectif dans notre pays, c'est certes d'atteindre l'immunité individuelle, mais surtout l'immunité collective.
Et pour cela, nous devons vacciner au moins 60% de la population de notre pays. Et selon les statistiques actuelles, nous sommes 5 781 511 habitants. Et donc, vacciner 60%, nous avons pris la population la plus âgée vers la moins âgée et nous nous sommes arrêtés à toute la population âgée de plus de 15 ans. Ceci représente 3 468 907 personnes. Donc, il faut vacciner 3 468 907 personnes parmi les 5 781 511 habitants pour pouvoir vacciner 60% de la population et atteindre l'immunité collective. Voilà l'objectif que nous nous sommes fixés. Malheureusement, au moment où je vous parle, c'est-à-dire les statistiques du 8 novembre 2021, nous avons en tout 416 423 personnes complètement vaccinées. Je répète, 416 423 personnes complètement vaccinées. Si on rapporte cela à la population qui est de 5 781 511 habitants, nous sommes à 7,20% des personnes vaccinées. Alors que l'objectif est d'atteindre d'ici décembre 30% et d'ici fin août 2022, 60%. Cela montre clairement que vous êtes encore loin d'atteindre vos objectifs. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain concrètement dans la mise en œuvre de la vaccination? Après que le gouvernement ait déployé des efforts pour rendre disponibles les vaccins et surtout pour former les vaccinateurs et les déployer, la principale difficulté, c'est la faible adhésion de la population à cette vaccination. Et cette faible adhésion à la vaccination, elle n'est pas spécifique au Congo, je le reconnais, que la plupart des pays africains et même en Europe, où on espérait que l'éducation pour la santé avait atteint des niveaux tels qu'il y aurait une adhésion massive, on constate quand même ces problèmes de réticence. Alors, pourquoi il y a eu ces problèmes? La première chose, c'est qu'on a voulu fabriquer en direct les vaccins. Les médias ont un rôle important de communication, mais vous savez que la communication est à double tranchant. Vous dites fabriquer en direct. En direct veut dire pour moi, nous sommes ici sur ce plateau, vous comme moi, nous allons souvent au restaurant. Si nous venons au restaurant et qu'on nous demande de passer d'abord à la cuisine pour voir comment les cuisiniers sont en train de préparer les plats et qu'ensuite nous venons nous asseoir pour commander le plat, je pense que sur nous trois ici, peut-être au moins une personne n'aura plus envie de manger. Par contre, si tout cela n'est pas en direct, il y a la cuisine, derrière la cuisine, les choses se font, nous ne voyons pas ce qui se passe et que nous recevons directement la servante ou le serveur qui vient nous proposer le menu, nous aurons plus d'engouement que si on est passé d'abord par la cuisine. Alors donc, nous avons vu étaler au grand jour les contradictions, même entre les scientifiques. Et ceci ne peut pas rassurer l'opinion, je le reconnais. Il y a eu cette faiblesse où on voit même les scientifiques se contredire dans des débats qui auraient dû se passer dans des milieux appropriés. Et là-dessus aussi, vous avez les enjeux géostratégiques ou géopolitiques. Vous voyez, dans les pays développés qui fabriquent les vaccins, on ne s'imagine pas dans l'un des pays qui fabrique qu'il soit vacciné avec le vaccin fabriqué dans un autre pays. Et vous entendez parfois dire que le vaccin de tel pays, si c'est celui que vous avez reçu dans votre pays, vous ne pouvez pas avoir accès à notre territoire. Je crois que c'est tous ces facteurs en termes de communication et qui ont déjà fragilisé la vaccination. Et là-dessus, les mouvements anti-vaccination se saisissent justement de cette perche tendue pour se mettre à véhiculer des informations fausses autour de la théorie du complot. Heureusement d'ailleurs que cette vaccination se passe dans le monde entier. Et imaginez-vous si c'était une maladie qui se passait seulement en Afrique et que les vaccins étaient fabriqués en Occident pour être utilisés en Afrique. Je ne sais pas si les gens allaient accepter. Mais ici, malgré que le vaccin est utilisé surtout en Europe et dans les pays qui le fabriquent, on voit que compte tenu justement de ces contradictions même entre scientifiques, la population chez nous est plus sensible à cette théorie du complot et cela explique en grande partie la réticence. Et la réponse à cela, c'est quoi? C'est la communication, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire à l'instant, expliquer justement aux gens que si habituellement le vaccin prend un certain temps avant d'être utilisé, parce qu'une partie de ce temps est utilisée pour essayer de savoir combien de temps exactement le vaccin nous protège. Mais présentement, on a commencé à vacciner parce que le vaccin
nous protège, le vaccin ne produit pas d'effets secondaires majeurs et qu'avec le temps, on saura exactement combien de temps il nous protège. Dans l'opinion, nous avons plutôt des avis contraires, Romy. On entend souvent, en tout cas ces derniers temps, qu'il y a des conséquences graves après avoir pris le vaccin, qu'il y a des gens qui ont frôlé la mort, des gens qui sont restés longtemps dans le coma, que le vaccin donnerait même des hallucinations, une sorte de petite folie. Qu'en dites-vous, docteur? D'abord, la première chose que je vais vous dire, c'est que la principale manifestation adverse post-immunisation avec cette vaccination, c'est cette psychose. Vous savez, lorsque vous êtes dans une psychose, vous êtes venu vous faire vacciner dans un état psychologique qui fait que votre tension peut même monter après la vaccination. On aura l'impression que c'est le vaccin. Mais c'est plutôt la psychose dans laquelle vous êtes au moment de recevoir le vaccin. Mais en ce qui concerne la vaccination telle qu'elle se déroule depuis le 25 mars 2021 dans notre pays, nous n'avons pas noté de manifestations adverses post-immunisation graves. Les quelques manifestations qui ont pu nécessiter une prise en charge n'ont pas atteint le seuil que vous dites de frôler la mort, d'entrer en coma. On n'a pas eu ce genre de cas. Par contre, les personnes qui étaient bien portantes et qui se sont retrouvées rapidement en détresse respiratoire, sous assistance respiratoire et qui sont décédées de Covid, nous pouvons vous en citer. Par contre, ceux qui parlent de personnes décédées à la suite de la vaccination n'ont aucun cas de ce genre. Et maintenant, il n'est pas dit que lorsqu'une personne est vaccinée, elle ne peut plus décéder de la mort naturelle quand même. On ne va pas aller jusque-là. Mais du fait des vaccins, nous n'avons eu aucun cas à déplorer de coma ou de décès depuis le début de la vaccination. Oui, docteur, cette question me paraît très capitale actuellement parce que c'est ce qui se dit dans l'opinion congolaise. Nous sommes des journalistes, nous avons connu quelques décès ces derniers temps. Ceux-là que vous venez de dire, d'autres voix, ceux qui récupèrent, ainsi de suite, qui alimentent l'opinion. Et il y a cette voix-là qui s'interroge pourquoi certains vaccinés trouvent la mort. Et donc, vous avez intérêt à pouvoir les répondre. Il y a deux choses qu'il faut différencier. L'opinion qui dit que du fait du vaccin, on a trouvé la mort. Et l'opinion qui dit plutôt, pourquoi a-t-on déjà été vacciné et qu'on soit quand même décédé de Covid? Je crois que ça fait deux angles différents. Le premier angle, je venais de répondre, qu'il n'y a pas eu de personnes qui, du fait de leur vaccination, se sont retrouvés dans un état critique ou sont décédés. Il n'y en a pas eu. Et par contre, la psychose, oui. C'est-à-dire, nous voyons des personnes qui sont déjà vaccinées. Je donne un exemple, une personne vaccinée qui est revenue nous voir parce qu'elle commence à faire de l'hypertension. Elle fait de l'hypertension, mais il n'y a pas de lien direct entre le vaccin et la tension artérielle. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? La personne s'est fait vacciner, mais les gens lui ont fait croire qu'une fois vaccinée, elle va décéder dans 2 ans. Et donc, c'est cette psychose qui lui fait monter la tension, mais ce n'est pas le vaccin. Donc, si la personne n'était pas sensible à cette désinformation, elle n'aurait peut-être pas la tension parce que ça devient une maladie psychosomatique, c'est-à-dire son état psychologique a généré l'hypertension. Ce n'est pas le vaccin. Maintenant, en ce qui concerne les personnes vaccinées qui développent le Covid ou même qui décèdent, cela peut s'expliquer, je vous l'ai dit dès le début, il y a le vaccin, mais il y a aussi l'organisme qui reçoit le vaccin. Voilà. L'organisme qui reçoit le vaccin peut produire un taux d'anticorps, mais ce n'est pas le même taux d'anticorps. Nous sommes 3 ici. Si on nous vaccine, nous n'allons pas produire le même taux d'anticorps. Et il y a des maladies qui baissent l'immunité de la personne. Ces maladies, justement, lorsque la personne est déjà porteuse de cette maladie chronique, quand on va la vacciner, sa réponse immunitaire peut être faible ou même nulle. Et ceci, justement, l'expose à la maladie. Mais nous devons quand même protéger ces personnes parce que ces personnes sont déjà des personnes fragiles. La seule chose que nous pouvons faire, c'est tenter justement de susciter une immunité. Chez certains d'entre eux aussi, il y aura une protection. Et surtout, si nous sommes nombreux à être vaccinés et que le virus circule moins autour de ces personnes fragiles, si même leur réponse immunitaire n'est pas bonne, elles seront protégées par cette barrière collective. C'est pour cela que nous incitons surtout à atteindre l'immunité collective. Parce que sur le plan individuel, il y aura des personnes pour lesquelles la réponse immunitaire sera bonne et des personnes pour lesquelles la réponse immunitaire sera faible et même parfois nulle. Mais étant donné que le vaccin, par contre, je dois le dire, nous utilisons dans la COVID-19 des vaccins qui sont des vaccins inactivés. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé un vaccin vivant atténué.
un vaccin comme le BCG. Parce que dans ce cas, on aurait pu éviter de l'administrer aux personnes qui sont déjà sur le plan immunitaire fragiles. Or, nous n'avons que des vaccins inactivés. Donc, nous pouvons les utiliser chez les personnes qui ont une immunodépression parce qu'on leur donne au moins une chance, si cela peut marcher, de stimuler leur immunité. Chez certains, ça va marcher, mais chez d'autres, peut-être pas. Ceci peut expliquer pourquoi une personne peut avoir été vaccinée et puis développer quand même une forme grave de la maladie et peut-être même décéder. Mais cela n'enlève en rien la nécessité de tenter de protéger ces personnes fragiles, mais surtout d'obtenir l'immunité collective qui va mettre toutes ces personnes à l'abri de la circulation justement du virus. Dans votre manière de faire, est-ce que les dispositions, précautions sont prises vis-à-vis de l'individu prêt à se faire vacciner? Les contre-indications à la vaccination sont rares. Et il n'y a pas un lien direct entre l'administration du vaccin et l'aggravation ou non de cette maladie. Mais du fait justement des rumeurs, c'est vrai qu'il vaut mieux savoir si la personne a un antécédent médical. Il y a un questionnaire qui est prévu à cet effet. Mais évidemment qu'on ne va pas dans un centre de vaccination lui faire un bilan approfondi. Mais ce qui est réel, c'est que si jamais la personne est vaccinée, ce n'est pas le vaccin qui va compliquer sa maladie. Mais si sa maladie à lui, qui n'a rien à voir avec le vaccin, se complique, il faut que la personne aille à l'hôpital. Mais il ne faut pas que la personne reste à la maison. Vous êtes asthmatique, je prends un exemple. Voilà. Vous venez, vous dites que vous êtes asthmatique. On vous demande si vous avez fait une crise ces derniers temps. Vous n'avez pas fait de crise. Est-ce que vous êtes en crise aujourd'hui? Non. On vous vaccine. Mais vous n'avez pas oublié que vous êtes asthmatique. Vous allez chez vous à la maison. Si la crise d'asthme se déclenche, il ne faut pas dire que c'est le vaccin qui l'a déclenché et considérer ça comme un effet du vaccin, rester à la maison. Il faut faire ce que vous faites d'habitude quand vous avez une crise. Allez voir votre médecin comme d'habitude. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne vous soignez plus. Vous pouvez avoir votre hypertension. On peut même contrôler la tension le jour de la vaccination. Il n'y a pas de problème, on vous vaccine. Mais si jamais vous n'avez pas pris le médicament ou bien la tension est remontée, vous devez vous soigner et non rester à la maison et dire que oui, si je meurs là, c'est dû au vaccin. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Donc, docteur, vous rassurez les populations, en tout cas tous ceux qui nous suivent ce soir, que le vaccin n'a aucun effet secondaire. Les vaccins ont des effets secondaires. Ce n'est pas ce que j'ai dit, pas du tout. Les vaccins ont des effets secondaires. Quels peuvent être ces effets? Vous pouvez être allergique, peut-être pas à l'antigène, mais à l'un des composants, parmi par exemple les adjuvants qu'on met pour stimuler justement l'efficacité du vaccin. Si on voit cette allergie, on la prend en charge. On n'a pas eu beaucoup de cas. Mais le vaccin, c'est un agent qui a perdu son pouvoir infectant, mais qui a gardé son pouvoir antigénique. Le pouvoir antigénique a pour objectif justement de stimuler la fabrication par l'organisme des anticorps qui sont dirigés contre cet antigène, c'est-à-dire contre le microbe qui est représenté par le vaccin. Alors, lorsque l'on introduit cet antigène, la réaction que fait l'organisme, c'est comme une simulation d'une infection. Ça peut se traduire par quelques vertiges, quelques maux de tête, des courbatures, une fièvre. Tous ces éléments, on le sait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va enseigner aux Congolais qui vaccinent leurs bébés depuis la nuit des temps qu'ils apprêtaient toujours les Feralgan, un médicament, pour répondre à cette réaction du vaccin. Ce sont des effets mineurs. Il y a plusieurs vaccins qui ont été mis sur le marché. Quels sont les vaccins utilisés au Congo? Tout à fait. Je disais que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts et nous avons eu à adhérer à toutes les initiatives mondiales pour permettre l'accès de notre pays aux vaccins de qualité. C'est ainsi que nous avons adhéré à la facilité COVAX qui est mondiale, mais également à l'initiative AVAT de l'Union africaine. Et nous avons également la coopération bilatérale avec la République populaire de Chine, avec la République fédérale de Russie. Et à travers cette coopération multilatérale et bilatérale, notre pays a pu acquérir à ce jour 3 types de vaccins. Le vaccin Sinopharm, qui est d'origine chinoise, le vaccin Sputnik, qui est d'origine russe, et le vaccin Johnson & Johnson, qui est d'origine américano-allemand. Nous allons recevoir très bientôt le vaccin Pfizer, qui est également américain. Alors, vous savez, en matière de vaccins, nous avons donc des vaccins qui sont des vaccins à base du virus inactivé, comme le Sinopharm, des vaccins à base d'un vecteur viral,
comme le Johnson Johnson et le Sputnik, mais nous aurons donc cette fois-ci un vaccin à ARN messager, ça sera le Pfizer. Nous avons déjà mis en place les dispositifs pour recevoir ce vaccin qui sera donc le 4e. Pourquoi utiliser plusieurs vaccins, docteur? Voilà, Certains sont-ils plus efficaces que d'autres? À qui doit-on administrer le Pfizer, le Johnson Johnson et d'autres vaccins que vous venez de citer? Alors nous utilisons plusieurs vaccins parce que par moment, nous avons même eu des ruptures de vaccins. Actuellement, nous n'avons pas de vaccin Sputnik, alors qu'il y a des personnes qui commençaient à prendre ce vaccin. Mais nous n'avons pas ce vaccin à l'heure actuelle parce qu'il y a une rupture de stock. Pendant ce temps, nous avons un autre vaccin qui est administré en dose unique, c'est le Johnson Johnson, qui donc permet de compenser cette absence du Sputnik Light. Mais nous avons en même temps le Sinopharm qui est administré en 2 doses. On utilise plusieurs vaccins parce que la demande dépasse l'offre, surtout au début. Alors, l'acquisition des vaccins n'est pas chose facile et donc on essaie de sélectionner les vaccins qui, selon nous, nous avons le comité d'experts près la coordination nationale qui nous assiste dans ce sens-là pour sélectionner les vaccins qui, selon nous, répondent mieux aux critères d'efficacité et d'innocuité. Alors, c'est pour cela que nous avons sélectionné ces vaccins et ça nous donne quand même un éventail de choix qui fait que nous ne soyons pas facilement en rupture de vaccin. Alors, docteur, dans ce sens, vous savez bien que le Congo, c'est sûr de tous, utilise certains vaccins aujourd'hui qui ne sont pas reconnus par certains pays de l'Europe et que nous fréquentons parfois, alors qu'ils ne sont pas utilisés là-bas. Est-ce que ça peut produire des conséquences dans le cadre de la mobilité de l'être humain, par exemple? Alors, je disais tout à l'heure qu'au-delà des contradictions d'abord entre les scientifiques, il y a derrière tout ça ces enjeux géostratégiques où les pays qui produisent les vaccins, chacun essaie justement d'étendre son influence à travers le vaccin et n'accepte peut-être même pas de prendre le vaccin produit dans l'autre pour l'utiliser chez lui. Et donc, à travers cela, nous qui ne sommes que des simples consommateurs de vaccins, oui. Lorsque nous arrivons à obtenir un vaccin qui est reconnu efficace et sûr, certains pays effectivement disent que ce vaccin n'est pas reconnu chez eux. Mais heureusement qu'avec ce que je venais de vous dire, le fait que le gouvernement a multiplié les efforts, nous avons quand même parmi nos vaccins, le vaccin Sinopharm par exemple, est déjà reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin Johnson Johnson est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin Pfizer est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. C'est peut-être le vaccin Sputnik dont la documentation est encore à l'analyse au niveau de l'OMS. Mais ce qui se passe, c'est que normalement, il y a un organe qui est au-dessus de nos États. C'est l'Organisation mondiale de la santé, qui a à son sein un groupe qui s'appelle le SAGE. SAGE signifie Strategic Advisory Group of Experts, c'est-à-dire le groupe stratégique d'experts en matière de vaccination qui conseille l'OMS. Mais on constate que certains pays se mettent plus ou moins au-dessus des recommandations justement de l'OMS parce qu'il y a cette autre notion de ce que l'on appelle les autorités nationales de réglementation dites matures. Ces autorités dites matures estiment qu'au-delà de ce que dit l'OMS, elles ont leurs propres critères pour accepter ou ne pas accepter un vaccin ou un médicament dans leur espace. Et c'est ce qui fait que nous pouvons être pénalisés par ces décisions qui sont prises par certains pays au-delà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Mais heureusement, comme je l'ai dit à l'instant, que notre pays a pu accéder à une diversité de vaccins. Donc celui qui sait qu'il a un problème de mobilité qui risque de se poser, ben en ce moment-là, nous lui proposons le vaccin qui est reconnu à la fois par l'OMS, mais également par l'autorité de réglementation du pays dans lequel il veut se rendre. Okay. Avant de poursuivre cet entretien, nous allons faire un tour du côté de la régie pour suivre cet extrait du message du président de la République en ce qui concerne la vaccination. Au Congo, les statistiques, que ce soit ici à Brazzaville ou que ce soit à Pointe-Noire, les décès, triste à dire, mais les décès de nos compatriotes sont à plus de 95% le fait de compatriotes qui ne se sont pas fait vacciner. Et
lorsqu'on observe qu'ici et là, il y a une reprise importante de l'activité, et c'est que dans ces pays-là, ils ont atteint le taux de vaccination, dans certains cas, de plus de 70%. Prenons les stades de football, qui étaient des stades vides, les joueurs, les équipes jouaient sans public. Aujourd'hui, vous voyez le public dans les stades de football en Europe, par exemple. Mais tous ceux qui rentrent au stade sont soit vaccinés, soit ils montrent un test négatif. C'est cela la règle. Et le gouvernement, vous le savez, a déployé de gros efforts pour limiter, disons-le comme ça, limiter les dégâts ici dans notre pays. De gros efforts. Et je pense que il faut que le peuple réagisse positivement. Voilà, c'était donc là une interview que le président de la République a accordée le 6 novembre à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Les journalistes présents à cette activité en ont profité pour poser la question sur la vaccination au Congo. Professeur, dans ce que le président de la République a dit, il y a certaines réponses que vous avez données au sujet des personnes vaccinées qui peuvent encore contracter la maladie ou encore la transmettre. Est-ce vrai qu'on peut, en étant vacciné, contracter et transmettre la maladie et même en mourir? On va faire d'une pierre deux coups. Une question encore dans le même sens. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne vaccinée peut contracter le virus, en transmettre ou en mourir? Ceci parce qu'il y a toujours cette opinion. Ceci aussi parce que le virus est nouveau et le vaccin, soi-disant, les vaccins sont en expérimentation scientifiquement parlant. Donc, il faut que vous puissiez rassurer donc cette opinion malade ou exposée. Voilà. Merci. Je devrais d'abord saluer le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vient de faire passer là un bon message à la population. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure que le problème qui se pose maintenant est celui de la communication. Voilà. Et c'est une bonne inspiration que, profitant de la journée de l'arbre, les communicateurs que vous êtes, que vous ayez exploité le leadership du chef de l'État pour faire passer ce message important qui, de mon point de vue, devrait permettre à ceux qui n'avaient pas encore compris l'enjeu de cette vaccination de pouvoir se faire vacciner. Alors, se faire vacciner parce que, comme l'a dit le président de la République, parmi les personnes décédées, plus de 90% sont des personnes non vaccinées. C'est important à souligner. Et beaucoup d'études dans d'autres pays disent la même chose. En France également, plus de 90% des personnes hospitalisées pour Covid grave sont des personnes non vaccinées. Aux États-Unis, ce chiffre est porté à 99%. 99% des personnes qui sont hospitalisées pour Covid aux États-Unis sont les personnes non vaccinées. Donc vous voyez bien, que ce soit dans notre pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, le résultat est le même. Le fait de ne pas être vacciné expose plus à la maladie que lorsqu'on est vacciné. Alors, est-ce que lorsqu'on est vacciné, cela veut pour autant dire que l'on est à l'abri de la maladie, qu'on est totalement à l'abri de la maladie individuellement? Voilà. Je vous répondrai que non. Pourquoi? Parce que j'ai dit que la vaccination, il y a le vaccin et son efficacité, son innocuité, mais il y a l'individu qui doit répondre au vaccin. Or, il y a des facteurs chez l'individu qui peuvent faire que sa réponse immunitaire ne soit pas bonne. On est conscient de ça. Que certaines personnes, du fait qu'elles sont porteuses de certaines maladies qui sont immunodépressives, c'est-à-dire des maladies qui font que leur immunité est faible. Même la femme enceinte est souvent dans cette position d'une immunité qui est faible. Ces personnes peuvent avoir une faible réponse ou carrément une absence de réponse à la vaccination.
C'est-à-dire être vacciné, c'est recevoir l'antigène. Et l'espoir, c'est que vous soyez immunisé. Immunisé, ça veut dire que votre organisme, en réponse à ce vaccin, a produit des anticorps. Si certaines personnes reçoivent le vaccin et ne produisent pas d'anticorps, ces personnes peuvent toujours contracter la maladie et donc la transmettre et donc par conséquent peuvent aussi développer une forme grave et décéder puisqu'elles n'ont pas développé l'immunité. Elles ont reçu le vaccin mais n'ont pas développé l'immunité. Maintenant, ce qui est bien pour compenser cela, c'est que la vaccination a deux objectifs. Atteindre l'immunité individuelle, mais aussi atteindre l'immunité collective. Alors, l'immunité individuelle, certains l'auront et d'autres ne l'auront pas, mais l'immunité collective va permettre à ceux qui n'ont pas bien répondu au vaccin d'être protégés par cette barrière collective. Maintenant, on renforce également l'immunité individuelle. Vous savez que parfois, on produit des anticorps, mais parfois la durée d'anticorps n'est pas la même chez tous les individus. Voilà pourquoi on est en train d'envisager une dose de renforcement, une dose rappel. Voilà, toutes les mesures sont en train d'être prises. Mais la première des choses, c'est que vaccinons-nous d'abord massivement pour atteindre cette immunité collective, pour que nous soyons nous-mêmes protégés, mais surtout que nous puissions protéger les autres. Et maintenant, parmi les plus défaillants qui n'ont pas assez d'anticorps, nous pourrons maintenant penser plus au renforcement justement de cette immunité aussi chez les individus, parce qu'à partir du moment où une petite partie de la population, dans certains pays comme à Singapour où il y a eu un taux de vaccination déjà élevé, mais c'est justement les 27% qui n'ont pas été vaccinés qui ont été encore la porte d'entrée qui a fragilisé et amené une autre vague dans ce pays. Mais donc voilà pourquoi déjà atteindre l'objectif d'immunité collective, c'est le minimum de choses à faire pour mieux réfléchir sur les autres aspects spécifiques pour lesquels il faut également boucher les trous pour éviter que pendant qu'il y a cet édifice collectif qui est en place, il y ait des trous par lesquels le mieux peut se lézarder et nous amener encore à d'autres vagues. Vous avez mentionné la femme enceinte parmi les personnes qui peuvent développer une faible immunité. Voilà donc là un autre sujet de non-consensus au sein de l'opinion. La femme enceinte peut-elle se faire vacciner? Est-ce qu'elle ne fait pas partie des personnes contre-indiquées pour la vaccination? Vous savez, la science, elle évolue très vite. Et en matière de vaccination, il faut être vraiment à la pointe de l'information en permanence. Et donc, nous savons qu'à l'heure actuelle, la femme enceinte fait partie des personnes fragiles. Et la femme enceinte doit donc être vaccinée. Mais ceci à partir du 4e mois de grossesse. Il y a eu le même débat sur la femme allaitante. Et actuellement, nous savons que la femme allaitante peut prendre le vaccin sans restriction. Alors la question du consensus, vous l'avez souligné en passant, se pose partout dans le monde, dans le milieu intellectuel, et voire même scientifique, que la science évolue. Vous savez qu'elle évolue par erreur corrigée. Oui. Mais l'urgence qui est en face de l'être humain, bien des sociétés, bien des gouvernements, demande à ce qu'on aille vite pour arrêter ce fléau. Et ça laisse place à la contradiction. Alors, est-ce que cette contradiction, qui aujourd'hui, pour certains appelés au consensus, n'est pas positive dans la recherche des solutions définitives? La contradiction à quel niveau? Parce que dans la contradiction, il faut d'abord partir des évidences scientifiques que j'ai rappelées. À savoir qu'on n'a jamais douté du fait que de toutes les interventions à caractère sanitaire, la vaccination est l'intervention la plus bénéfique avec les résultats que j'ai rappelés. Ça, c'est une évidence. Cela ne doit plus faire l'objet d'une contradiction. Maintenant, s'agissant du vaccin Covid-19, du fait que certaines personnes ont été surprises de voir que les scientifiques, étant donné que tout le monde s'est engagé dans la même voie, trouver le vaccin. Et naturellement, dans une telle compétition, il y a certainement ceux qui veulent prendre à tout prix le dessus sur les autres. Et donc, il y a eu une tendance à vouloir justement montrer qu'on a la meilleure évolution sur le plan scientifique que l'autre. Et c'est cela qui peut effectivement quelque part amener, comme vous voulez le dire, les uns et les autres à s'améliorer, oui, mais à condition de savoir que c'est comme chez nous, nous avons le comité d'experts près la coordination nationale qui participe justement à ces débats et qui finit par retenir les vaccins qui sont recommandés au programme élargi de vaccination, qui gère les aspects programmatiques avec les partenaires pour pouvoir justement acquérir les vaccins, les stocker, les distribuer et les administrer en toute sécurité. Donc,
une fois que le débat a eu lieu en milieu autorisé, lorsque l'activité est déjà en cours, on n'a plus besoin d'une contradiction qui va maintenant dans le sens de compromettre les efforts qui se font parce que le gouvernement a fait l'essentiel. La vaccination, c'est 3 V. Le premier V, ce sont les vaccins. Sans vaccin, il n'y a pas de vaccination. Le deuxième V, ce sont les vaccinateurs. Il faut avoir non seulement des vaccinateurs formés, parce que vous voyez que c'est des vaccins dont la manipulation exige une, une mise à niveau de nos personnels. Donc les vaccinateurs doivent être à la fois compétents, mais le gouvernement aussi qui doit mobiliser les ressources pour les déployer en permanence pendant toute la durée de l'opération. Et enfin, il nous reste le 3e V, avoir beaucoup de vaccinés. C'est là l'enjeu. Et je crois que le message du chef de l'État tout à l'heure est allé dans ce sens-là, que les efforts sont déjà déployés par le gouvernement. Il faut que la population prenne conscience de la nécessité de se faire vacciner pour que chacun de nous se protège et protège les autres et permette progressivement un retour à la vie normale, comme ce que le chef de l'État a dit, que l'on a observé en Europe, la réouverture des stades au public. Au regard de la gestion de la question chez nous, vous êtes mieux placé que nous. Est-ce qu'à la longue, vous ne pensez pas que le champ d'action du milieu des experts pouvait être élargi ou ouvert à d'autres pensées ou susciter d'autres contributions pour faire évoluer la chose? On aura des réactions des intellectuels que nous écoutons aujourd'hui. Il faut être clair dans notre pays. Que de fermer ce champ. Toute personne qui peut apporter sa contribution dans l'analyse est la bienvenue. Vous savez qu'en matière de vaccination, dans la communication et la mobilisation sociale, nous utilisons les relais dans l'opinion, que ce soit les responsables des confessions religieuses, que ce soit les artistes musiciens, que ce soit les sportifs, que ce soit justement les hommes politiques. Vous avez vu le chef de l'État lui-même monter au créneau pour que justement ces personnes qui ont un leadership sur l'opinion puissent justement contribuer à faire passer les messages qui sont déjà des messages internationalement codifiés, que voilà l'axe d'effort si on veut sortir de cette situation de crise sanitaire. En tout cas, le gouvernement est décidé à faire de la sensibilisation, de la communication pour emmener justement la population à adhérer massivement à la vaccination et contrer cette épidémie. Nous allons suivre tout à l'heure le reportage réalisé lors du lancement de l'opération Coup de poing par le Premier ministre afin de renforcer les mesures de lutte contre le Covid-19. Suivez. C'est avec un visage grave que le chef du gouvernement a annoncé la mise en œuvre effective du plan d'action d'urgence dénommé Opération Coup de poing anti-Covid-19, alors que la situation épidémiologique est entrée dans une phase alarmante avec un pic qui consacre la 3e vague de la pandémie dans notre pays. Le variant Delta, plus contagieux, alimente en partie la 3e vague et circule de façon prédominante dans la plupart de nos villes. Cette opération, placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, devra agir efficacement sur cette urgence telle que définie dans le plan national de riposte, à savoir la vaccination, la mobilisation sociale et la communication sur les risques, le laboratoire et la recherche, la prise en charge des malades, le renforcement de la coordination des interventions et le leadership, la surveillance épidémiologique, le contrôle rigoureux du respect des mesures de prévention. Le pays est bel et bien confronté à la 3e vague de propagation qui se caractérise par une recrudescence des contaminations, une évolution rapide de la maladie vers des formes graves et un nombre élevé de décès. On vient de suivre là donc le Premier ministre lors du lancement de l'opération Coup de poing. C'était le 18 octobre dernier. Docteur, quelle est d'abord la place exacte de la vaccination
dans cette opération coup de poing? Alors, dans le cadre de l'opération coup de poing Covid-19, l'objectif fixé par le Premier ministre, c'est de pouvoir vacciner 750 000 personnes de plus durant les 45 jours de cette opération coup de poing. Vacciner complètement 750 000 personnes de plus. Et le gouvernement s'est donné les moyens de disposer des vaccins et des vaccinateurs nécessaires, des équipes de vaccination nécessaires pour le faire. C'est pour cela que vous avez vu, nous avons renforcé la sensibilisation de proximité, déployé des équipes mobiles qui vont vers les marchés domaniaux et nous avons augmenté le nombre de sites de vaccination, surtout à Brazzaville et à Pointe-Noire. L'objectif est donc de vacciner 750 000 personnes de plus. Au moment où l'opération était lancée, nous étions à peu près à 237 000 personnes complètement vaccinées. Vous voyez bien qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 416 423 000 personnes. Nous sommes partis donc de 258 000 personnes complètement vaccinées le 18 octobre. Nous sommes actuellement à mi-parcours à peu près de cette opération. Nous sommes à 416 423 personnes complètement vaccinées. Ceci veut dire, si nous continuons cette accélération et que nous vaccinons 750 000 personnes de plus, et si on y additionne les 250 000 personnes, 258 000 à peu près, qui étaient déjà vaccinées, on sera à plus d'1 million de personnes vaccinées. Ce sera quand même une accélération vers l'objectif qui est d'atteindre 1 734 457 personnes d'ici décembre. Voilà l'objectif poursuivi par la vaccination dans le cadre de cette opération. Cette opération n'est-elle pas une manière subtile de rendre le vaccin obligatoire? Cette opération comporte, comme je viens de le rappeler, le gouvernement a mis en place des mesures incitatives pour permettre à la population d'accéder plus massivement à la vaccination. Ces mesures incitatives, c'est que les administrations se sont organisées pour faire appel à nos équipes et permettre à leur personnel, même aux heures de travail, de pouvoir se faire vacciner. C'est pour réduire les raisons de non-vaccination. Et en ce moment-là, ceux qui ne voudront pas être vaccinés vont présenter certainement régulièrement un test Covid négatif. Cette opération a l'avantage de permettre aux gens de se rapprocher de nous. Et quand nous communiquons, ils se rendent compte qu'ils avaient des appréhensions que nous levons et ces personnes-là adhèrent. Alors ça, ce n'est pas une obligation. Lorsque nous communiquons ici, c'est pour permettre aux personnes qui étaient réticentes de comprendre que le vaccin est efficace et sûr et donc de pouvoir adhérer. Si cette personne adhère, est-ce que c'est une obligation ça? On a plutôt converti la personne qui était sous l'emprise des réseaux sociaux, de la désinformation souvent, ou même qui était dans le doute, un doute parfois justifié, qui n'avait pas assez d'informations, de pouvoir accéder à la bonne information, d'adhérer à la vaccination, ce qui permet justement d'accélérer ce processus et atteindre l'immunité collective. Alors, docteur, dans ce sens, la fausse communication fait appel à la bonne communication. Et c'est ce que nous constatons, les réseaux sociaux ont saturé l'opinion dans ce sens et vous vous battez à propos pour amener l'individu à se faire vacciner, n'est-ce pas, à se protéger. Mais lorsqu'on voit de près la technique de communication, est-ce qu'on ne peut pas se dire que la communication fait faillite dès lors qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont encore réticents. Ils sont encore réticents quant à la prise et à côté, il y a comme une manière de contraindre le Congolais à se faire vacciner, permettez-moi, au lieu de convaincre. Comment faire pour convaincre? Je suis déjà intervenu auprès des confessions religieuses et le préfet a organisé une rencontre avec les confessions religieuses à l'église orthodoxe de Pointe-Noire. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Les gens qui étaient réticents, après nous avoir écoutés, voilà, ils ont adhéré. Mais s'ils étaient restés chez eux, ils allaient regarder leur téléphone, comme nous voyons bien l'influence de ces outils sur notre vie. Et donc, ils allaient se contenter de ce qu'ils ont lu dans leur téléphone et rester à la maison. Mais le fait qu'il y ait une organisation qui a été mise en place par le préfet avec l'appui des confessions religieuses et que ces fidèles aient été rassemblés et que nous ayons eu l'occasion de leur parler, ceci a permis
d'éliminer le mauvais message que les réseaux sociaux avaient implanté en eux, et ces personnes ont adhéré à la vaccination, tout simplement. Moi, je pense que la communication est en train de faire des progrès. Dans une opération de cette envergure, je dis que ces réticences, elles sont mondiales. Et vous voyez que les problèmes de positionnement géostratégique entre les fabricants de vaccins, tout ceci a contribué à mettre beaucoup de brouillard dans la tête de beaucoup de personnes. Et donc, il faut revenir à l'information la plus rationnelle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis quelques minutes avec vous. C'est ce que nous faisons à travers cette communication de proximité qui a été renforcée dans le cadre de l'opération Coup de poing. Et docteur, si jamais l'objectif de 750 000 vaccinés au cours des 45 jours n'est pas atteint, quelle sera la suite? Cette opération Coup de poing, elle pourrait même se prolonger si nécessaire, parce que nous sentons quand même qu'il y a une accélération de la vaccination. Mais nous pouvons aussi dépasser cet objectif de 750 000. Le but de cette opération, c'est d'accélérer un processus qui est déjà planifié avec des objectifs précis, c'est-à-dire vacciner 30% de notre population d'ici fin décembre 2021 et atteindre 60% de notre population d'ici le 31 août 2022. L'opération Coup de poing est venue pour donner un coup d'accélérateur dans cette marche vers l'objectif que je vous ai rappelé et cette échéance que nous pouvons atteindre avant, pourquoi pas. Vous parlez de mesures incitatives, de communication incitative, mais nous savons aussi que nous allons petit à petit vers la contrainte parce que désormais, il y a certains espaces où pour accéder, il faut obligatoirement présenter son passe sanitaire. Est-ce que ce n'est pas une manière d'enfreindre les libertés, comme le pensent certains aussi? Je pense que le Congo a adhéré à des conventions internationales qui garantissent les droits de l'homme et donc parmi lesquels le droit à la santé. Et la constitution de notre pays donne la latitude au gouvernement de veiller justement sur l'application de ce droit à la santé. Les droits de l'homme ne sont pas distincts du droit à la santé. Et donc, je crois que ce qui se passe à l'heure actuelle est très simple. Nous devons nous protéger, nous ne pouvons pas aller au suicide collectif. Alors, pour ne pas aller au suicide collectif, il faudrait que nous puissions interrompre la circulation du virus et éviter le développement de variants. Alors, qu'est-ce qui est prévu? De se faire vacciner, c'est vraiment le moyen le plus efficace. Et l'autre voie, quand on parle du pass sanitaire, vous pouvez présenter votre certificat de vaccination ou bien vous pouvez présenter votre test Covid négatif. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire qu'on enfreint la liberté de qui? La liberté aux gens d'aller propager chez ceux qui sont indemnes de la maladie? Est-ce que dans ce sens-là, bien que le souci étant présent, le danger étant là, parce qu'aucun être humain va accepter de mourir, s'il vous plaît, et tout État a ce réflexe-là de protéger ces sujets. Tout à fait. Est-ce que la science, vous les scientifiques, vous êtes aussi conscient que cette pandémie, dans la manière de faire des États ou des sujets des scientifiques, les met en contradiction aussi avec eux-mêmes et parfois avec la loi. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de liberté, les mêmes vous liront la même constitution, vous diront tel que nous faisons là, par exemple, on ferait là les règles de la constitution. À côté, on vous dira, mais la constitution prévoit ceci. Par rapport à cela, je ne sais pas si vous me saisissez. Mais par rapport à toutes ces questions juridiques, moi, je me suis limité au droit à la santé. Il est reconnu, ça j'en suis persuadé. Les conventions internationales et africaines auxquelles notre pays a adhéré, mais également la Constitution qui, lorsque les juristes travaillent sur la Constitution d'un pays, ils tiennent compte justement de ces conventions internationales ou africaines auxquelles notre pays a déjà souscrit. Et donc, sur la base de cela, je suis persuadé que le droit à la santé fait partie des droits de l'homme. Et donc, je ne vais pas me substituer à la forme sur le plan juridique qu'il faut donner à toutes les actions qui seront menées, mais je me base sur le fait qu'il y a une nécessité de protéger la population et protéger les individus, mais aussi la collectivité. Et le gouvernement, donc, justement, au-delà des individus, regarde l'intérêt général. Et l'intérêt général, à l'heure actuelle, c'est d'atteindre l'immunité collective et donc
de mettre notre population à l'abri. Je suis un peu marqué par votre certitude, il faut le dire. En tout cas, docteur, vous êtes la personne la plus autorisée pour être écouté par les Congolais, en tout cas. D'où fondez-vous cette certitude que j'arrive à palper maintenant en matière de vaccination? Sur quoi? Mais sur les résultats qui sont connus de la vaccination jusqu'à ce jour. C'est pour ça qu'en introduction, j'ai fait ce rappel. Parce que beaucoup de gens, même quand ils font vacciner leurs enfants, parce que le programme élargi de vaccination existe depuis 1981. Et lorsque nous partons au centre de santé, que nous voyons un vaccin gratuit qui est administré à nos enfants pour les protéger contre 12 maladies. Je rappelle que le PEV protège contre 12 maladies dans notre pays, les 12 principales maladies cibles du PEV. Et donc, nous voyons ce que cela a eu comme résultat dans notre pays. Et vous savez que grâce à la vaccination a contribué à la réduction de la mortalité infanto-juvénile dans notre pays. Absolument. Cette mortalité infanto-juvénile a été réduite de 117 décès pour 1000 naissances vivantes. Elle est passée donc de 117 à 52 décès pour 1000 naissances vivantes entre 2005 et 2015, en 10 ans. Et c'est pendant cette période qu'on avait observé une hausse de notre couverture vaccinale qui était passée d'à peu près 60% à 84%. En même temps que nous avons amélioré la couverture vaccinale, nous avons observé cette réduction de la mortalité infanto-juvénile. Donc, que ce soit ce que j'ai rappelé sur le plan historique dans le monde, que ce soit ce qui se passe dans notre pays, on a à chaque fois observé l'impact positif de la vaccination sur l'état de santé de la population. Merci bien. Merci bien, docteur Alexis Mouro-Moyoka. Merci en tout cas d'avoir apporté toute cette lumière sur la pertinence de la vaccination. Nous allons vous laisser passer un message à l'endroit des citoyens qui nous suivent ce soir. Merci. Je tiens à dire ici que notre pays, face à cette pandémie, a bien réagi dès le début. Les autorités au plus haut niveau ont pris toutes les dispositions pour mettre en place les organes de gestion de cette pandémie. Nous avons pu mettre en place des mesures barrières et limiter justement la propagation de cette maladie dans notre pays. Aujourd'hui, le monde dispose d'un outil plus important pour faire face à cette pandémie, c'est la vaccination. Nous avons parmi les organes de gestion de la pandémie de notre pays un comité d'experts près la coordination nationale qui est placé sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce sont ces organes qui prennent le soin de choisir les vaccins les plus appropriés pour mener la vaccination dans notre pays. Et nous avons, jusqu'à présent, disposé des vaccins de qualité pour pouvoir assurer la vaccination anti-Covid-19 dans notre pays. Et il ne reste qu'à chacun de nous de prendre conscience de la nécessité de se faire vacciner. Merci encore une fois, docteur. Merci, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau thème. Merci et au revoir.